Je suis d'une génération où on nous disait si tu travailles mal à l'école, tu finiras à l'usine. Donc c'est quand même dramatique. C'est vraiment de la conviction de se dire qu'on veut développer les savoir-faire localement et sauvegarder l'emploi. La fabrication française, le Made in France, c'est un combat de tous les jours. Il est possible aujourd'hui d'être compétitif, d'avoir des produits de qualité et de fabriquer en France. Retrouver les vraies valeurs, de faire du pain, de faire des couteaux, de faire des habits. Les métiers de l'industrie ont été sous-valorisés pendant longtemps. Et en fait, on est considéré comme les autres entreprises. Il n'y a aucun effort qui est fait parce qu'on fabrique localement. Fabriquer en France, c'est la souveraineté, de dépendre de personne. Pour moi, en tout cas, c'est une question de fierté. C'est pas les pouvoirs publics qui vont faire l'industrie de demain, j'y crois pas une seule seconde. Pour sauvegarder les emplois et l'industrie, en fait, pour éviter les délocalisations. Pour moi, c'est vraiment de la conviction de se dire qu'on veut développer les savoir-faire localement et sauvegarder l'emploi. Et aussi, pour moi, une dimension écologique. Parce qu'à partir du moment où on fabrique local, moi j'utilise une matière première locale en plus, on travaille en circuit court et donc on propose des produits qui sont bons pour l'environnement. Donc c'est du lin qui est français, de la graine au produit fini, il est intégralement transformé en France. Le consommateur achète le produit justement pour toutes ses valeurs, parce qu'il veut encourager les savoir-faire locaux et qu'il a en général une conscience écologique. Je suis industriel de formation et ingénieur, donc j'ai toujours eu cette fibre très technique et cette envie de créer de la valeur en France, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire l'assemblage de mes vélos en France. On a toujours une tentation d'aller chercher au plus simple, mais après quand on a des valeurs et quand on y croit, non, moi je suis vraiment dans cette idée de relocaliser au maximum et de donner de la valeur à la France. C'est une question de balance et de trouver un bon modèle économique qui permet de continuer à produire et de pérenniser l'activité sur le territoire. Ça me plaît le côté un peu patriote. Après, ce qui compte surtout, c'est la qualité. Après, voilà, c'est surtout ça le premier critère. Il y a des savoir-faire en France. Petite contribution pour le Made in France, mais Il y a un côté voilà. écolo. Il y a un côté écolo. Voilà. Alors c'est important pour moi de produire en France parce qu'en fait on était pionnier dans tout un tas de domaines et on a innové tout au long des années et je pense qu'il ne faut pas le perdre ça. En fait on a des savoir-faire, on a une appétence technique en France, des ingénieurs de qualité et on a surtout aussi des choses à apporter je pense. Voilà, une vision du monde, une vision du design et notamment ce qu'on fait chez nous, chez Dantec, en fait on a tout de suite mis l'éco-responsabilité, la réparabilité, la durabilité au cœur de notre stratégie d'innovation. Et donc on apporte en fait des produits sur le marché qui sont intégralement réparables et intégralement durables et éco-conçus. Le côté Made in France est fondamental. C'est la capacité à défendre les couleurs industrielles françaises, à démontrer qu'il est possible aujourd'hui d'être compétitif, d'avoir des produits de qualité et de fabriquer en France. Moi, j'aurais aimé qu'on dise de fabriquer en France plutôt que le Made in France. La deuxième observation, je trouve que ça a un côté d'identité, permettre de retrouver un peu son identité dans le fait de dire que c'est en France. Alors on sait que 50% doit être assemblé ou fabriqué en France, donc c'est pas totalement en France. Si on arrivait vers les 100%, ce serait encore mieux. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est voir les jeunes créateurs. C'est surtout les jeunes qui m'intéressent. Et de voir leur côté d'initiative et de créativité. Et c'est vrai que ce salon permet de toujours découvrir des nouveautés, des choses très françaises, faites par des jeunes. Voilà, et donc ça fait toujours très plaisir. Moi, ça m'inspire déjà de la qualité, peut-être aussi un peu de confiance par rapport aux produits utilisés justement dans une époque où on parle beaucoup de l'écologie, éviter de faire des kilomètres et des kilomètres de distance pour acheter un vêtement et autres. Donc moi je pense que c'est une source, c'est un gage de qualité et de confiance dans les produits utilisés. Moi je pense qu'on passe d'un monde où on a tout automatisé, optimisé, où le taylorisme s'est développé à outrance, ça c'est ma génération, et au profit de rentabilité calculée, chiffrée. Et je pense que ça c'est un modèle que les jeunes refusent et quelque part à juste raison. À juste titre. Et donc, ils redécouvrent finalement les valeurs essentielles, basiques, d'autonomie, de débrouille et de créativité, et refusent finalement de travailler sur un tableau Excel ou un PowerPoint en se disant que c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie. Non, ils ont envie de retrouver les vraies valeurs, de faire du pain, de faire des couteaux, de faire des habits,
Et ça me rassure beaucoup. On l'a bien vu pendant la crise du Covid en 2020, lorsqu'on avait notamment besoin de masques. Fabriquer en France, c'est la souveraineté déjà de la fabrication, dans le sens où on est nos maîtres par rapport au fait qu'on ne dépend de personne. L'autre chose, bien évidemment, ça va être aussi la qualité, parce que derrière la qualité de fabrication, il y a aussi une qualité d'utilisation pour nos clients, de longévité. Forcément, ça va durer un peu plus longtemps que des produits que vous allez notamment retrouver en fast fashion. On va avoir également une qualité, une transparence que vous ne pouvez pas retrouver dans les marques internationales qu'on connaît tous. Et c'est du moins plus difficile pour eux à faire état d'une transparence et d'une chaîne logistique claire. Et c'est vrai que nous, on est assez transparent là-dessus. Et ensuite, après, c'est vrai que c'est aussi pour moi, en tout cas, c'est une question de fierté. J'ai envie de pouvoir me dire que dans mon pays, on est capable de fabriquer des produits, pas seulement que de la tech ou que des startups en informatique, mais aussi des produits manufacturés. Et ces produits manufacturés, jusqu'à preuve du contraire, on est tous habillés et on en a encore tous besoin. Sur franceimmersive.com, vous allez pouvoir visiter 200 industries et savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a l'industrie lourde, mais il y a une frontière entre l'artisanat et l'industrie lourde. C'est des savoir-faire industriels. Ça, c'est très important de les préserver premièrement. Pourquoi préserver ? Parce que quand ils disparaissent, on n'arrive pas à les faire revenir et ça coûte les yeux de la tête à les faire revenir. Donc il faut les préserver. Et ceux qui sont partis, il faut mettre quand même des efforts pour les faire revenir quand on peut le faire. En effet, moi aussi, je suis d'une génération où on nous disait « si tu travailles mal à l'école, tu finiras à l'usine ». Donc c'est quand même dramatique. Et on a fabriqué un pays de services et de tourisme. On s'est rendu compte, alors finalement, une crise a aidé à ça. Mais il y avait quand même des gens qui luttaient, comme, je sais pas moi, des regroupements d'entrepreneurs qui s'appellent les Forces françaises de l'industrie. Moi, mon entreprise a été créée avant le Covid avec cette vertu. Et c'est vrai que le Made in France, c'était un peu soit un club de rigolos, soit, pourquoi pas, des valeurs de droite, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est pas ça le Made in France. C'est l'emploi à côté de chez nous, c'est le circuit court, c'est la RSE, c'est ne pas faire 20 000 km à un jean, mais peut-être que 1000. Et donc, tout ça, il faut le montrer. Et c'est pourquoi ? Parce que, en fait, l'industrie et les savoir-faire, c'est des êtres humains. C'est des hommes et des femmes dans des lieux de travail propres, qui ont été modernisés, aidés par des robots. Il n'y a plus de port de charge lourde, par exemple. Et donc, voilà, France Immersive contribue à ouvrir les portes, en vidéo 360 interactive toujours, et la réalité augmentée va permettre aux marques d'avoir un lien direct avec le consommateur en faisant apparaître le concepteur du savon de Marseille dans son salon, ce genre de choses. Le modèle des 2 dernières décennies est en train de montrer ses limites. Et encore une fois, les jeunes sont en réaction. Donc forcément, on va sortir de ces modèles-là vers, peut-être, alors j'espère, pas uniquement une notion d'identité, mais une notion d'ouverture. Sous-entendu que je ne voudrais pas qu'on se replie sur nous-mêmes non plus. C'est pas parce que on a cherché à tout internationaliser, à optimiser finalement des savoir-faire et à perdre certains savoir-faire d'ailleurs. Mais je pense que c'est le fait de retrouver certaines valeurs va nous permettre de nous réouvrir aussi au monde et pas se replier sur nous-mêmes. Ça, c'est le risque. C'est de se dire finalement on veut que ce soit que français, donc on regarde que chez nous. Et ça, je pense que là, ce serait une autre erreur dans laquelle il ne faudrait pas tomber. Ça, c'est mon point de vue personnel. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'une famille de 5 avec des enfants ne peut peut-être pas forcément non plus acheter que français, que fabriqué en France, parce que ça a un coût aussi par rapport malheureusement l'inflation. Le principal challenge, nous, c'est la concurrence qui est très agressive, en fait, où les personnes, malheureusement, dans le contexte économique aujourd'hui, les personnes font très attention à leurs dépenses. Donc on doit les accompagner vers une transition écologique avec des produits qui sont plus éco-responsables. Donc c'est ce qu'on fait, mais ça a un certain coût. Donc il faut arriver à combiner la pédagogie avec des produits de qualité, la confiance, des possibilités de paiement en plusieurs fois pour que les personnes n'achètent pas la facilité. Et la facilité, c'est des produits à bas coût, fabriqués dans des pays à bas coût, qui ne sont pas réparables, pas durables, donc qui sont jetables entre guillemets. Et donc c'est ça notre challenge de tous les jours, c'est de convaincre et de dire nous c'est un investissement, c'est pas un achat, c'est un investissement à vie
que vous pouvez transmettre et donc voilà, ne pas être tenté d'aller acheter toujours le moins cher, le moins cher, le moins cher. J'ai fait les deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai aussi été beaucoup en Asie pour fabriquer, etc. Et je me rends compte qu'effectivement, la fabrication française de Made in France, c'est un combat de tous les jours. Même encore aujourd'hui, même si ça fait 11 ans que j'ai ma marque, c'est encore un combat parce qu'aujourd'hui, hier, c'était la transparence, l'écologie. Aujourd'hui, ça va être l'inflation. Et il faut tout bonnement se battre, expliquer à nos clients pourquoi nos prix sont de telle façon. C'est pour ça que nous, on amène énormément de pédagogie dans la marque. On fait aussi visiter nos ateliers assez facilement. Et c'est vrai que comment dirais-je, on a toujours tendance à dévoyer un peu ce qui est français aussi. Et en France, on est capable vraiment de faire des belles choses, le luxe notamment. Et plus dans un plus moyen de gamme, on arrive également à développer des choses. Donc moi, je pense qu'il faut rester confiant et il faut avancer en bon ordre. Effectivement, le Made in France est un peu plus cher parce qu'en fait, on ne fait pas n'importe quoi. Le Made in France, c'est aussi très réglementé, mais c'est aussi ce qui en fait ses atouts. Et aujourd'hui, arriver à démontrer que les literies sont construites et assemblées, fabriquées dans un cadre législatif, contractuel, qui respecte l'environnement, qui respecte le droit du travail, qui respecte un ensemble de choses, font qu'aujourd'hui, des consommateurs sont en recherche de Made in France, justement, car elles ont la garantie que ces valeurs sont respectées. La base, c'est de donner envie. C'est-à-dire que si j'ai pas connaissance et envie, il y a très très peu de chances que j'aille travailler dans l'industrie, sauf en cas de besoin, en cas d'extrême nécessité. Il faut recommencer par la base. L'école, les jeunes, les collèges, les lycées. Comment? En les emmenant dans les usines. Que ce soit physiquement ou que ce soit en digital. Peu importe. Un électricien ou aujourd'hui dans une usine, c'est un poste fondamental. Il va avoir votre salaire. Un soudeur dans le nucléaire. Mais un soudeur dans le nucléaire, déjà, premièrement, il nous aide pour demain, cette personne. Donc il faut revaloriser, il faut expliquer aussi quel est le projet final. C'est-à-dire que son rôle est un maillon de la chaîne, du bout de la chaîne. Ça, c'est prépondérant également. Voilà, donc c'est de la pédagogie qu'il faut faire. Nous, on essaye d'y contribuer à notre niveau. Ça va être long. Depuis que j'ai démarré, j'ai jamais eu aucun allègement, aucune subvention, aucune aide en fait. Alors que je suis dans un domaine qui est compliqué avec des marges qui sont très réduites. Donc on est considéré comme les autres entreprises. Il n'y a aucun effort qui est fait parce qu'on fabrique localement. Beaucoup d'ingénieurs sont très motivés pour faire de la recherche et du développement. Je pense que les métiers de l'industrie ont été un peu sous-valorisé pendant longtemps, alors qu'en fait c'est très valorisant de travailler dans l'industrie. Enfin, j'ai travaillé avant chez Airbus notamment et j'avais une fierté énorme de faire des avions. J'ai travaillé également chez Valeo et pareil, c'est toutes des industries qui existent et qui ont vraiment de la valeur et qui créent de l'emploi, donc c'est hyper intéressant de garder ces valeurs sur le territoire. L'idée, c'est de plus se dire comment est-ce qu'on protège notre économie avec des produits qui sont importés à bas coût. Et donc la taxe carbone, ça pourrait être un élément de réponse, c'est-à-dire en fait de surtaxer les produits en douane européenne de par leurs émissions de CO2 et leur impact sur l'environnement. Donc après, ce serait des calculs très, très scientifiques, en fait, très mathématiques, mais ça nous permettrait d'arriver après à des niveaux dans les commerces ou sur les sites internet, d'arriver à des niveaux de prix qui seraient semblables. Et donc là, la question se ferait plus sur le prix, mais elle se ferait sur la qualité du produit, et son éco-responsabilité. Et donc là, ça serait intéressant. Il y a encore 30 minutes, je recevais un député sur mon stand et qui me pose exactement la même question, qui me dit qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour les entreprises qui fabriquent en France afin de se développer. Je vais donner un exemple très concret. En 2020, lorsqu'on n'avait plus de masques et qu'on pouvait rien apporter, plus rien ne bougeait, on a demandé à des entreprises comme la mienne d'ailleurs de fabriquer des masques. Et ce qui s'est passé, c'est que les pouvoirs publics, et notamment le département là où est basée mon entreprise, en Meurthe-et-Moselle, donc dans le 54, m'a demandé de fabriquer des masques. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'on a une association entre privé et public extrêmement intéressante qui nous a permis, en l'espace de 2 mois et 10 jours, de fabriquer 850 000 masques. Je ne sais pas si on se rend compte, près d'1 million de masques, quasiment près d'1 million de masques, en très peu de temps. Donc en fait, si les pouvoirs publics s'en mêlent, notamment, je parlais tout à l'heure avec ce député de commande publique, de faciliter pour les entreprises de taille, des TPE comme la mienne, à accéder à des commandes publiques, permettrait à des TPE comme la mienne de pouvoir se structurer avec un pôle effectivement commande publique et qui soit plus facile, moins contraignant
pour des entreprises d'atteindre effectivement ce type de commande publique ou d'imposer peut-être un quota, comme le font d'autres pays, d'imposer un quota de commandes publiques auprès d'entreprises françaises plutôt que de tout sous-traiter à l'étranger. La place des pouvoirs publics, forcément, aujourd'hui, heureusement, le grand public est en demande, donc les pouvoirs publics, j'ai envie de dire, suivent. C'est pas l'inverse, faut être honnête. C'est parce qu'on a découvert et qu'on a réclamé que les pouvoirs publics s'y intéressent. Alors par contre, ils le font massivement. Ils récupèrent un peu la couverture, mais ils le font massivement. Mais c'est à nous aussi, entreprises privées, de s'y coller. De toute façon, moi je pense que notre pays ne peut s'en sortir que par des gens qui créent des entreprises, qui donnent l'envie, qui se lèvent le matin. Donc les pouvoirs publics, ils sont à nos côtés, mais c'est pas l'inverse. C'est pas les pouvoirs publics qui vont faire l'industrie de demain, j'y crois pas une seule seconde.